Et bien sûr, nous sommes encore heureux de vous retrouver, madame, messieurs, sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette nouvelle sortie 10-12, le Zénith de ce jeudi, bien évidemment, 11 juin 2020. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de vous installer confortablement avec vous encore ce matin. Nous irons très loin sur des sujets qui gravitent autour de vous et autour du Cameroun. Et on entendra, bien sûr, à l'occasion des voix qui vont s'exprimer autour. C'est la grande famille de 10-12, le Zénith. Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey Engelek. J'aime à le dire, j'aime à vous le rappeler chaque jour, unis pour la même mission, simplement vous servir. Bonjour à vous, madame, messieurs. Tenez bien la télécommande à la maison. Rassurez-vous aussi que vous êtes avec nous sur notre plateforme Facebook pour ceux qui nous regarderont sur Equinox TV. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, allez rapidement vous y abonner. Ou encore sur 10-12 le Zénith pour vos messages tout à l'heure. Nous allons les lire comme à l'accoutumée. Allons déjà saluer Charles Amel ce matin. Bonjour Charles Amel. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Grande était ma surprise hier, mercredi 10 juin, à exactement 19h20, de recevoir un étrange message dans mon téléphone. Permettez-moi de le lire. Chers parents, évitons de nous crier dessus, gardons notre calme, communiquons pour maintenir l'harmonie dans nos familles. Vraiment. Madame le ministre, vraiment. Est-ce ainsi que vous vous activez à faire la promotion de la femme et de la famille à un moment où on viole les filles, à un moment donné où les assassinats se comptent, à un moment donné où il y a des meurtres dans les foyers? C'est ce que vous trouvez à faire? Envoyer de simples messages à des gens qui ne liront même pas et à un seul opérateur? Franchement. Et même s'il ne fallait pas passer par l'opérateur Charles Amel Bachou, est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de demander à madame la ministre aujourd'hui quelles sont les activités qui sont liées autour du ministère de la promotion de la femme et de la famille pour davantage sensibiliser les femmes et dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, surtout la femme dont on sait qu'elle est la mère de l'humanité. On a violé des enfants. Des familles ont été déconstruites, monsieur Michel Ngachou. Dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on vient parler de cette jeune fille encore qui s'est fait pointer? C'est tout ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille fait. Mais bon Dieu, on est dans quel pays, monsieur Michel Ngachou? Cette question, je me pose là depuis hier. Depuis hier, je me demande à quoi nous sert le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Envoyez des messages. Merci beaucoup. On a reçu. Est-ce que vous avez quand même une idée sur le budget de ce ministère-là? Il va peut-être falloir aller chercher pour mieux comprendre et savoir ce qui va se faire. Charles Amel Bachou ce matin, qui rentre et rend bien sûr fait un clin d'œil au ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et ne nous crions pas dessus. Pardon? Ne nous crions pas dessus. Gardons l'harmonie en famille. Charles Amel, sacré Charles Amel. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Nous le disions ici qu'il y avait du cafouillage au sein du corps médical. Cela ne cesse pas encore, mais au moins certains médecins ont commencé à porter haut ou à dissipant certaines inquiétudes. Lorsqu'il est bien traité, le coronavirus ne va pas infecter les gens qui vont procéder à l'inhumation. Donc, les dépouilles au coronavirus ne vont pas infecter, ne sont pas un danger pour ceux qui iront l'enterrer. L'eau de Javel suffit lorsqu'on traite ces corps. Et en plus, ces corps sont dans des cercueils zingués. Parole du docteur Siméon Kwissou, il le martèle, il le dit, et il affirme que le corps médical le sait. Pourquoi donc les autorités administratives et le politique est venu encore nous empêcher d'enterrer dignement nos corps? Merci. Bonbon Bengan ce matin. Et puis vous revenez avec cette sortie du docteur Siméon Kwissou, qui est pneumologue. Hein? Pneumologue. Pardon?
Pneumologue. Pneumologue, c'est très important dans la phonétique et surtout la prononciation, et qui démontre aujourd'hui qu'on serait dans l'entourloupe depuis un petit moment, où on laisse comprendre aux Camerounais que lorsqu'on est mort de Covid-19, le corps peut transmettre le virus, que non. Peut-être aujourd'hui, les choses se disent, et il y a aussi cette communication assez compliquée dans le corps scientifique camerounais. On va tenter tout à l'heure d'en parler avec vous également, Karine Sontia, à qui déjà nous souhaitons la bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour Michel et bonjour aussi aux téléspectateurs. 3 députés ont remis hier leur démission au président de l'Assemblée nationale pour regagner les mairies. Il s'agit notamment de Ousmanou Aman Sali, élu du FSNC, Benue Ouest, et puis Boubakari Djida du même parti dans le Mayo-Louti, dans la région du Nord, et puis aussi Hermine Patricia Tomaï Nondamjoya de l'UDC dans le Noun, région de l'Ouest. Tous ont préféré rejoindre les municipalités en faveur de la loi sur le cumul de fonctions électives. Et à côté de ça également, tout à l'heure certainement avec vous Karine, on va revenir sur la sortie du président de l'Assemblée nationale, Kabaye Yégué Djibril, et qui est revenu hier sur une demande forte demandant à ce que des personnes qui ne respectent pas les mesures barrières soient sévèrement punies et sanctionnées. On en reparlera tout à l'heure. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur nos antennes. Nous vous rappelons que pour bien faire, vos commentaires sont attendus simplement sur la page 10-12 Le Zénith. Oui, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos appréciations. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas non plus à les poser. Nous tenterons à notre façon de les répondre ce matin. Et pour bien faire, on va non seulement dire bonjour à Dominique Audrey Oyengelek et du coup, l'écouter pour l'histoire du jour. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Ruth. Elle est âgée de 26 ans et elle a fini ses études il y a 3 ans. Et encore, elle est sans emploi. Elle raconte que sa famille est très pauvre et que cette famille-là s'est battue et a investi dans ses études. Aujourd'hui, elle est titulaire d'un master et aujourd'hui, elle raconte qu'elle a déposé ses dossiers dans plusieurs entreprises depuis la fin de ses études, dont soit 3 années exactement. En attendant d'avoir du travail ou bien d'être appelée par ces entreprises, elle a fait du colportage, elle a fait de la vente en ligne, elle a fait même le callbox, mais jusqu'ici, c'était simplement pour pouvoir arrondir les fins de mois et aider ses parents pour la scolarité de ses petits frères. Elle a été contactée en début de semaine, lundi exactement, par une entreprise où elle allait déposer ses dossiers à la fin de l'année dernière. Elle a fait une série d'entretiens pendant toute la semaine et hier, alors qu'elle rencontrait le directeur des ressources humaines, celui-là lui a dit « Le poste est pour vous ». Maintenant, vous pouvez l'avoir si et seulement si vous remplissez l'une des 2 conditions que je m'en vais vous soumettre. Soit vous donnez une somme de 500 000 pour acheter ce poste parce que le salaire que vous aurez avoisinera les 250 000, soit alors vous acceptez d'entretenir une relation avec moi, le directeur des ressources humaines. Cette jeune femme dit qu'elle a demandé un peu de temps, soit 2 jours, au directeur des ressources humaines pour pouvoir se décider. Elle est rentrée chez elle, elle a regardé sa famille, la précarité dans laquelle ils sont en train de vivre et elle a un peu l'embarras du choix. Elle ne sait pas comment faire. Est-ce qu'elle refuse ce poste et sa famille continue de misérer ou alors elle accepte d'acheter le poste mais en empruntant de l'argent pour pouvoir le faire ou alors elle accepte de devenir une amie, une copine de ce directeur des ressources humaines. Allez, merci infiniment Dominique. On parle là peut-être aussi ce matin d'achat, de services, achat, d'emploi et surtout la promotion entre guillemets canapé. Si jamais elle en venait à céder à la proposition de ce chef-là qui lui dit, bah, écoute, on se voit à 2 et puis voilà, le poste t'est à toi. Ok, c'est assez compliqué. Alors, certainement, ce matin, au Cameroun, et comme dans plein de pays, pour les 58 pays à travers le monde qui nous regardent, il y a des réalités pareilles chez vous. Est-ce que vous l'aviez au moins vécu une fois? Si oui, laissez-nous votre commentaire tout à l'heure. Et comment peut-on en sortir? On va peut-être laisser la parole à Dominique Audrey ce matin, qui doit nous dire, alors, lorsque vous êtes une femme et que l'on vous propose dans votre entreprise, effectivement, Dominique Audrey, ou bien dans l'entreprise pour laquelle vous aviez postulé pour un éventuel emploi, que l'on vous propose soit d'acheter le poste, soit de passer à une promotion canapé, ben, comment la femme doit se comporter à ce moment? Comment
justement se dégager de ça, mais surtout garder son honneur? S'envoyer en l'air avec le directeur des ressources humaines ou bien une quelconque personne, parce que vous savez... Tu sais, c'est le directeur des ressources humaines qui vous propose d'aller avec lui. Non, là vous refusez. Vous refusez simplement. C'est à ce moment-là que doit pouvoir transparaître la qualité de l'éducation que vos parents vous ont donnée, surtout quand on est une femme. L'éducation, les valeurs qu'on inculque à une femme dès le bas âge doivent pouvoir se faire entrevoir à ce moment-là. Donc la promotion qui passe forcément par le canapé, non. Maintenant, acheter le poste, c'est envisageable. Maintenant, ça laisse savoir si votre famille a la possibilité d'investir encore une fois pour pouvoir vous donner la possibilité d'avoir ce poste-là. Mais c'est quelque chose de répréhensible parce qu'on va se rendre compte que des personnes qui n'ont même pas les qualifications nécessaires pour être à certains postes achètent pour pouvoir exercer au détriment des personnes qui sont aptes de pouvoir avoir ces travaux-là. Conséquence, dans les entreprises aujourd'hui, on trouve des personnes qui ne sont pas à leur place. Et dans nombreuses entreprises au Cameroun, ou bien par l'expérience que les gens partagent généralement, ils vous disent que si même ce n'est pas le directeur des ressources humaines qui vous fait cette proposition, vous serez accosté par, entre guillemets, l'un des directeurs de ou bien l'entreprise, l'un des responsables qui va vous dire non, moi je suis tel là-bas, je peux te faire, mais à condition que tu fasses. Et malheureusement, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui et quelquefois des hommes se retrouvent en train d'avoir ce genre de relation-là pour avoir le travail. Et à la première erreur que vous commettez dans ces entreprises, généralement, on vous fout à la porte. Donc maintenant, quand on est une femme et qu'on cherche un travail, si vous vous retrouvez face à un individu qui vous fait ce genre de proposition, vous partez. Même l'argent, vous ne donnez pas. Non, vous partez. Moi, j'estime que si quelqu'un vous a aidé à avoir un emploi, lorsque vous avez de quoi faire, je veux dire, votre salaire ou quelque chose, vous venez remercier symboliquement la personne pour le geste que la personne a eu à votre endroit. Donc, l'intégrité est diamétralement opposée à la corruption que cette femme, face à laquelle cette femme est tentée aujourd'hui parce qu'elle doit acheter un poste. C'est une forme de corruption qui est répréhensible et réprimée par la loi lorsqu'on est au Cameroun. Donc à cette jeune fille, je lui dirais de continuer à faire les petits boulots qu'elle faisait avant et qu'elle va trouver l'occasion de se faire une voix, mais pas dans cette entreprise-là, parce que ça commence très mal. Si on vous demande de l'argent aujourd'hui, sachez qu'on pourra vous renvoyer après. Oui, il y a une jeune fille qui rentre, qui a les mêmes formes, les mêmes proportions. Je n'encourage pas, parce que je les connais sur Facebook. Je n'encourage pas. Aussitôt, il réagit sans se rendre compte avant de se ressaisir. Mais retenez que tout patron qui recrute une femme sous les bases sexuelles se prépare à couler son propre navire, M. Michel Gadjo. Parce que dans l'entreprise, la fille va réfléchir sexe, elle réfléchit plus travail. Elle réfléchit sexe. C'est la raison pour laquelle, et je remercie Karine de l'avoir dit, lorsque vous rentrez dans ce type d'entreprise, vous avez votre 3 mois, 1 an. Passer ça, il va se fatiguer de vous, il va vous virer. Il va trouver, il va vous virer, il va recruter une autre. Et on connaît des entreprises qui ont fait semblant de prospérer comme ça et qui à la fin se sont retrouvées à couler, j'ai dit couler d'un pic, et le patron ne se posait la question de savoir. Il y a des lieux, M. Michel Gadjo, ça c'est important de dire, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. L'enquête de moralité. Toute personne qu'on veut porter à un poste de responsabilité, on procède par une enquête de moralité. Est-ce que c'est quelqu'un qui consomme la bière? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les femmes? Est-ce qu'il est plus porté vers le sexe que vers les valeurs intellectuelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime travailler? Est-ce que c'est un bosseur? Il y a des questions qu'on se pose avant de porter à la responsabilité. C'est un directeur des ressources humaines. C'est le poste le plus névralgique dans toute entreprise. Directeur de ressources, c'est un poste délicat parce que c'est à lui qu'il incombe d'étudier les CV. C'est à lui qu'il incombe d'analyser. Vous pouvez avoir un CV. Donc, de faciès ne répond pas, hein, M. Michel. Effectivement. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, vous dites doctorat, mais on vous regarde physiquement, vos aptitudes ne donnent pas, on est obligé de vous mettre à côté. Si c'est le DRH qui se retrouve à draguer, qui se retrouve à coucher, j'ai vécu une scène dans un hôtel ici à Akwa, M. Michel Gadjo, où j'étais allé rencontrer quelqu'un. C'est un monsieur qui était justement responsable des ressources humaines, et c'est l'occasion pour moi de les interpeller à changer de comportement. Le monsieur, la jeune fille arrive pour être recrutée dans l'hôtel. Il dit à la jeune fille, ok, voici les vêtements, déshabillez-vous, vous changez là devant moi. La jeune fille dit, mais comment ça? Il dit, je dis, déshabillez-vous, vous changez là.
La jeune fille dit non, mais changer. Il dit ok, d'accord. Il a pris une fausse carte du Cameroun qui avait là, excusez-moi l'emploi de fausse carte, parce que c'est les vieilles cartes de 1932, qu'il a placé devant la fille. Et pendant que la fille va derrière pour se changer, il se met à lorgner. Il se lève pour demander à la fille que tu ressembles à quoi. C'est les éclats de voix qui nous ont fait nous rapprocher, nous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc c'est des situations que beaucoup de jeunes filles vivent aujourd'hui. Donc avis à la jeune fille, aux jeunes filles camerounaises qui pensent que leur corps est un axe lourd sur lequel n'importe quel grumier peut passer, et bien qu'elles sachent qu'elles vont se retrouver là où on connaît M. Michel. Donc le conseil que je lui donne, c'est qu'elle a demandé un choix entre payer et passer. Au vu de la précarité de sa famille. Elle ne peut pas payer. Elle fait comment? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous dites? C'est assez compliqué. Non. Peut-être on laissera les téléspectateurs tout à l'heure nous laisser nous donner la proposition. Mais surtout comprendre l'approche paternaliste de Bon Bengan. Lorsqu'on a une fille qu'on a éduquée, qui est allée à l'école, qui a tous ses diplômes, qui a ses capacités physiques, intellectuelles, morales même, et qui maintenant va avoir du travail, Mbombo. Et lorsqu'elle est confrontée à ce type de réalité, vraiment, qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Revenir à la maison, continuer comme Karine a dit, à faire dans ses petits boulots, parce que là justement, comme dit la mère pose un problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Entre céder et payer. Au vu de la précarité de sa famille. Elle fait comment? Bon Mengan, on vous écoute. D'abord, ça fait partie des déviances de la civilisation occidentale. Ces problèmes sont subconstantiels de la civilisation occidentale. Parce que lorsque nous le disons ici, beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. Ça se passe au Cameroun, ça se passe en France. En Europe aujourd'hui, la promotion canapé existe toujours. Ouais. J'ai dit toujours. On y a ajouté des lobbies, on y a ajouté les appartenances à l'homosexualité, on y a ajouté des appartenances à des ordres mystiques et autres. J'ai dit, ça ne fait que s'amplifier. Pourquoi? Parce que l'Occident a une culture matérialiste. Les Africains ont une culture sentimentale. C'est pour ça que beaucoup, en voulant jongler, ont dit l'émotion nègre, c'est des conneries. Et la culture asiatique est idéaliste. C'est pour ça que, vous voyez, ils sont dans leur religion, ils sont idéalistes. Or, nous sommes dominés par la culture occidentale. C'est ça qui nous amène à ce niveau. Enfin, nous sommes en train d'être dominés, on va te dire. Nous sommes dominés, nous voulons seulement en sortir. D'accord. Pour la première chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que les filles africaines aujourd'hui gagneraient à intégrer les mouvements kémites. Il y en a au Cameroun. Dans les mouvements kémites, elles vont résoudre ce problème de quelle manière? D'abord, ce problème ne va pas exister. Parce que sur le plan spirituel, elles auront des arguments qui font que les patrons ne les approchent pas d'une manière-là. J'ai dit bien sur le plan spirituel, elles dominent le patron. La manière qu'elle arrive, d'abord, elle ne sera pas avec les greffes brésiliennes, tout ce que vous voulez. Elle sera elle-même parce qu'elle se sera coiffée avec le bon mignanga et tout ça. Et pourtant très belle. Mais l'aura qu'elle dégage fait que le patron reste, parce qu'elle va dominer le patron. Et là, ça s'apprend dans le mouvement kémite, vous dites bien. J'ai dit bien les mouvements kémites. Oui. Il y en a ici. Intégrez-les. C'est-à-dire que là-bas, non seulement, parce que j'entends souvent les gens dire, la femme africaine, les hommes de ces tableaux, à dire que les femmes, elles ne comprennent même pas ce que c'est que la civilisation africaine. Arrêtez de singer les femmes bonbons. Oui, je les sais, ce sont mes enfants. Je dois leur apprendre des choses. Donc, parce qu'elles ont appris 2 ou 3 mots de l'Occident, qu'elles ont d'ailleurs, que l'Occident, les anthropologues occidentaux ont mal interprété, et viennent vous répéter ça. Quand on dit qu'il faut taper la femme, ça veut dire qu'on chodifie et tout ça. Il y a même, je ne sais pas, une Gambienne qui est en train de faire les trucs là, une Malienne qui veut faire des trucs. J'ai vu des trucs, ça m'a sidéré. Elle veut lutter pour... Est-ce que vous savez, justement. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même des entreprises où, lorsque la femme arrive, comme Charles Amel le disait tout à l'heure, on se dit,
D'accord, vous avez le bon CV, on vous regarde, vous ne représentez pas grand-chose. Vraiment, pour revenir justement à la question, qu'est-ce qu'elle fait justement pour gagner son emploi pour le sans moment, passer par pour le la moment, promotion canapé? Pour le moment qu'elle paye avec l'argent. Parce que c'est comme ça leur environnement. Mais qu'est-ce qui garantit à la fille qu'elle payera son argent et même dans l'entreprise, elle sera à l'aise? Ce n'est pas là le problème. Le problème, Jean-Lamel a dit, c'est la formation. C'est la formation que vous avez. Il y a des gens qui ont pris le bateau pour aller mais ils savaient ce qu'il allait faire là-bas. Il savait ce qu'il allait faire et il gagne. Et il ne pose pas le problème en termes. Ouais, comme vous voyez là, je suis sur des pistes et je dois même choisir laquelle. Non, il sait la piste qu'il doit choisir. Mais là, pour son cas, il n'a pas d'argent. Hein. Ben, attendez, à ce moment, donc, père. Non, en fait, ce que veut dire Mbambo, c'est qu'elle connaît la réponse qu'elle a choisie. Elle veut se rassurer que nous allons l'aider à accepter, à valider ça. Il faut éviter le sexe, il faut éviter les promotions canapé. Oui. Ça, c'est à bannir. Maintenant, même l'autre, il faut proscrire, c'est-à-dire il faut condamner. Quelles sont donc les possibilités, les moyens, parce qu'il s'agit de la fille aujourd'hui, mais plein de garçons sont harcelés ici par les milieux homosexuels aussi. Et par les Illuminatis et tout ce que vous voulez. Mais quels sont les arguments qu'elles ont pour que leur État puisse les protéger? Puisque les États ont accepté, dans le cadre de la laïcité, de toute la liberté, de la démocratie, cette déviance-là. Voilà le problème. Est-ce qu'elles auront des arguments? Parce que même à l'université, je pense que c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy qui avait commencé à frapper certains enseignants de l'université de Yaoundé 2 lorsqu'il officiait comme secrétaire général de cette institution. Il avait mis en place une formule qui amenait les filles à dénoncer ces pratiques-là à l'université de Yaoundé 2. Et je pense que Jean-Emmanuel Pondy a réussi à sauver beaucoup de filles. Même si aujourd'hui il n'y est plus aussi. Hein. Bon, d'accord. Moi, je veux dire que ça doit être donc une chaîne, comme disait Charles Hamel, quand il parlait des responsables des ressources humaines, qu'eux-mêmes doivent se dire que, gars, je peux même tomber sur une femme là, je prends ma malchance. Voilà. Très bien, oui. Parce qu'il y a les femmes qui ont le houx. Oui, qui ont le houx. Tu tombes, tu viens là toi-même, c'est le lendemain, le boss commence à t'envoyer les demandes d'explication. Ouais. Voilà donc ces trucs-là que les mouvements, les femmes des mouvements t'imitent. Tu leur apportes ces idées saugrenues, elles te retournent ça sur le plan spirituel le lendemain. On te limoge, on te licencie. Toi, tu ne sauras même pas qu'on t'a licencié parce que nos ancêtres nous assistent. J'ai peur que vous soyez assaillis par la suite par ces filles, parce qu'elles viendront certainement à votre école. Mais je les enverrai, il y a plein de mouvements qui imitent des filles ici. Oui, c'est très important, vraiment. Allez, merci à vous, Mbombo Mbengan, pour votre point de vue. Et merci également à Charles Hamel, Dominique Audrey et Karine Santia pour les points de vue ce matin. Vous aussi, nous les attendons, madame, messieurs. Nous les lirons tout à l'heure. Hein. Nous les lirons tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, 10-12 se poursuit. Dans un instant, la colère, signée comme tous les jours de Charles Hamel Batiou, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la prise en charge des réfugiés dans ce pays. Comment sont pris en charge les réfugiés dans ce pays? Dans certains quartiers de nos principales villes, cohabitent avec nous des étrangers, des Tchadiens, des Centrafricains, des Maliens, des Gabonais, des Équato-Guinéens qui nous disent avoir fui. Qu'ont-ils fui? D'ailleurs, quelle est la nature de l'assistance dans la prise en charge de nos différents réfugiés? Assistance humanitaire, alimentaire, financière ou nutritionnelle? Quelle est même la valeur d'un réfugié aux yeux des membres du gouvernement? C'est aussi une question qu'il faut à un moment se poser pour essayer de voir clair. Une main tombée du ciel ou des personnes dans la détresse qu'il faudra absolument aider. La vie n'est pas facile pour plus d'une centaine de réfugiés qui vivent au Cameroun. Comment comprendre que les personnes et les infrastructures
habilité à rendre opérationnelles les mesures législatives, s'emploie à pratiquer un tout autre sport que celui prévu par la loi de 2005, une loi bien et bien votée au Cameroun. Savez-vous que le code régissant le statut des réfugiés reste encore en stand-by du fait de sa non-application par les acteurs sur le terrain? Comment comprendre le fait que malgré son ouverture au principe d'accueil des réfugiés, les conditions de vie des réfugiés restent sujettes à de grosses difficultés? Comment comprendre que dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, où l'on retrouve une forte concentration de réfugiés, l'accès aux sites reste difficile? Savez-vous que jusqu'à ce jour, la sécurité alimentaire continue de poser un sérieux problème pour les différents réfugiés? Savez-vous que le taux de malnutrition globale est de 7,5% sur la population des enfants de moins de 5 ans? Savez-vous que l'accès aux soins médicaux pour cette population est elle aussi hypothétique malgré la signature des accords avec certaines structures hospitalières? Savez-vous que même le taux de vaccination des enfants réfugiés demeure lui aussi très faible et très en deçà du taux national au Cameroun? Savez-vous que le volume d'eau disponible est parfois limité à 15 litres par habitant réfugié, c'est-à-dire un seau d'eau par jour? Savez-vous que le taux de scolarisation ne dépasse pas les 40% et les infrastructures scolaires existantes ne suffisent pas à couvrir une demande sans cesse grandissante en raison de la surpopulation? Savez-vous que même les réfugiés qui ont la chance de faire partie d'un programme de prise en charge en zone urbaine ne sont pas bien lotis? Savez-vous que les problèmes sociaux vécus par les réfugiés dans ce pays pourraient à la longue se transformer en véritable crise politique dans les régions concernées? La capitale économique, Douala, abrite environ 10 000 réfugiés de différentes nationalités, sans toutefois oublier les déplacés internes liés aux différentes crises. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement concernant la prise en charge de ces déplacés du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord? Déplacés internes, faut-il le dire. Après la distribution des kits matelas, 2 morceaux de savon, un pack d'eau de Javel et j'en passe, qu'en est-il? Comment mange-t-il? Où mange-t-il? Où réside-t-il? La question se la pose aujourd'hui. Savez-vous que parfois, on est rendu à se rendre compte qu'en même temps, les réfugiés externes venus des pays voisins et internes pratiquent le même sport, la mendicité. Comment comprendre ces multiples plaintes des réfugiés qui accusent les responsables des institutions qui les encadrent de connivence avec leurs partenaires opérationnels, de distraction des fonds destinés à leur prise en charge? Rappelons-nous du mouvement d'humeur de 2015 pour ne pas faire allusion à celui de 2020. Savez-vous que certains réfugiés se retrouvent à soit dormir à la belle étoile, soit devenir des débrouillards, ou encore pour les moins chanceux à manger dans des poubelles? Il faut le dire que le sort est le même pour nos frères déplacés des zones anglophones de l'extrême nord et les réfugiés. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous êtes interpellé à travers un service bien logé chez vous, la direction de la protection civile. Les jeunes Camerounais partis du nord-ouest parce que fuyant la guerre, se retrouvent à dormir près des bars là-bas à Bonabéry, se retrouvent à errer dans les rues d'Aqua, parfois volant, parfois commandant, parfois tout simplement mourant. Permettez-moi l'expression, pardonnez-la moi, je préfère qu'elle entre ainsi, mourant de faim, de maladie, parce qu'abandonné. Comment comprendre le fait pour les réfugiés de subir arbitrairement des méprises de la part de certaines forces de maintien de l'ordre avec parfois leurs papiers en règle? Pour ceux qui n'ont pas de papier, de carte nationale d'identité, qu'on a taillé, monsieur le ministre de l'administration territoriale, on dit à ces réfugiés de repartir là-bas, se refaire établir des cartes nationales d'identité. Réfugiés venant d'ailleurs, réfugiés ce soir,
égale même condition de vie au Cameroun. Charles Amel Batchou ce matin, qui s'arrête bien sûr sur la situation des réfugiés. Vous l'avez très bien entendu, d'ailleurs les angles ont été bien dégagés et nous allons essayer ensemble en environ 15 minutes de mieux comprendre la situation de ces Africains qui se retrouvent dans pas mal de pays africains. C'est pas seulement au Cameroun, Charles Amel Batchou, parce que là il faut bien préciser que Equinox Télévision étant regardé dans 58 pays dans le monde, chaque pays connaît des réfugiés internes comme externes. Maintenant, le traitement, aujourd'hui on sait que les Nations Unies ont d'ailleurs pratiquement tout ouvert là-dessus et vous avez posé un problème réel, ce sont les fonds qui sont alloués à la gestion de ces réfugiés dans ces pays. Et pour le cas du Cameroun, vous avez évoqué le cas de 2015 et certainement le cas le plus récent, il y a moins d'une semaine ici même à Douala, de 2020. Bon, Bengan, avec vous rapidement, est-ce qu'on peut dire que la situation du réfugié au Cameroun, précisément pour pas du Cameroun, puisque nous y sommes, est une situation réluisante pour ce dernier? Est-ce qu'on est heureux de se dire, je viens d'ailleurs, pour ceux qui sont externes, je viens d'ailleurs, je suis au Cameroun, je me sens bien encadré ici? Non. Il y a deux mots qui gâtent le vocabulaire mondial, le lexique mondial est gâté. Et c'est les femmes qui ont commencé cette histoire-là. Ils parlaient de l'autonomisation des femmes. Voilà ce mot venu du système des Nations Unies a gagné les réfugiés, surtout du Cameroun. L'autonomisation. Et après, ils ont dit dernièrement, le deuxième mot, c'est le business. Vous savez, ça paraît rébarbatif, mais on est obligé d'en parler. On dénombre à ce jour environ 272 000 réfugiés centrafricains seulement. Et vous savez ce que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a dit? Non. Il faut favoriser qu'ils fassent le business, notamment le business du maïs. Donc, le HCR lui-même dit à ces gars, on va les mettre en collaboration, du moins en business avec les producteurs de maïs, les vendeurs et tout, de telle manière que ces réfugiés-là n'aient plus besoin de faire recours au HCR pour les aider. Oui, on a peut-être envie de bien comprendre, bon. Depuis Faire le du mois, business, c'est-à-dire que vous, comme disait Charles Amel, donc je vais à la suite de Charles Amel, oui. c'est-à-dire, vous êtes là, le HCR n'a pas le moyen, il vous donne les temps à la limite, si vous pouvez rester, c'est bon. Et quelquefois, il n'y a même pas de toilettes, dont les commodités d'usage, il n'y en a pas. Vous vous débrouillez. Maintenant, on se dit, le pays d'accueil, il dit, nous avons donné le terrain. Hein. On vous a donné 3 hectares là-bas pour les loger. Il n'y a rien. Il faut donc qu'ils vivent. On les amène donc dans ce lexique propre aux Nations Unies. On les amène à l'autonomisation. Donc, le business. Pour ces cas-là, on dit, le maïs, on peut produire le maïs 2 fois par an au Cameroun. Donc, on les lance dans la production de maïs. Ils transforment, ils vendent, ils mangent. Voilà. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, vous venez commander, comme ici. Ou alors, vous faites les motos. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsqu'on part d'un pays, prenons le cas de la Centrafrique, qui est un pays voisin au Cameroun, lorsqu'on part d'un pays comme la Centrafrique pour le Cameroun, on a pour la plupart des familles, des femmes qui ont des enfants, qui ont des maris. Il faut bien que ceux-ci s'occupent, il faut que celles-ci s'occupent et il faudrait que les enfants aillent à l'école. Alors s'il y a autonomisation, on fait quoi des enfants? C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un système de prédation, le système des Nations Unies. En principe, ces réfugiés sont arrivés parce qu'ils sont en difficulté chez eux. Vous êtes pays membre des Nations Unies. Vous les accueillez donc avec l'organisme spécialisé, justement, comme vous dites, pour que d'abord les plus défavorisés, les femmes, les handicapés et les enfants, ils doivent bénéficier d'un encadrement adéquat pour ceux qui veulent continuer l'école, qui continuent ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, parce que les réfugiés, ils ont plusieurs statuts. Il y en a qui peuvent travailler, il y en a qui ne peuvent pas travailler. Maintenant, travailler où? Est-ce que le système des Nations Unies peut même les utiliser? Ça devient un problème, on va vous dire, voilà. Mais nous sommes là seulement au niveau de l'accueil et des commodités d'usage liées à l'accueil. Il n'y en a pas pour le cas du Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour cette raison, donc, le HCR s'est réfugié dans ces deux mots,
auxquels je vous ai fait allusion tout à l'heure. On leur dit, travaillez le maïs, vous pouvez vendre, vous pouvez vous débrouiller. Très bien. Bon, d'autres qui connaissent un peu les villes comme Bertois et tout ça, du moins les villes de la région de l'Est, la Damawa notamment, et il y en a qui sont venus à Douala et à Yaoundé, ils s'essayent dans les motos. Et tout, c'est comme ça. Ou même dans l'agression. Parce qu'on vous dit, oui, les pickpockets là, de tout, c'est comme ça. On n'encourage pas, mais il faut vivre. Mais on vous donne là la photographie réelle de la situation. Il appartient donc au système des Nations Unies, qui a également Interpol, qui a des structures d'encadrement et beaucoup d'argent. Donc, il essaye soit de renforcer le budget des pays d'accueil, ou alors le budget de ces organismes spécialisés là. Mais vous allez les voir dans les prados, dans les trucs. Bon, alors que les réfugiés eux-mêmes qui sont dans des situations délicates dans le pays n'arrivent pas à s'en sortir dans les pays d'accueil. Merci Momo Bengan. Karine Santia, justement, dans un instant, mais vous rappelez, vous aussi, madame, monsieur, certainement, vous qui nous regardez, vous connaissez proche de vous un réfugié. Comment vivent-ils, oui, ces frères réfugiés-là? Dans quel pays nous regardez-vous ce matin? Est-ce que ceux qui sont au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Tchad en même temps, comment vivez-vous avec les réfugiés des différents pays qui sont autour de vous? Nous savons, pour le cas du Cameroun, qu'on a vraiment des déplacés à la fois internes comme externes avec la guerre du Nozo. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Karine Santia, de votre point de vue, que les réfugiés au Cameroun, c'est un... Comment on dit ça? Je cherche le terme pour dire que c'est un poids, bien évidemment, pour le gouvernement camerounais d'une part, et certainement même pour ces Nations Unies-là. C'est un peu un poids, parce que le poids ne se ressent sur vous que lorsque vous avez commencé à le porter. Donc, je ne trouve pas que le gouvernement camerounais a pu porter, donc ce n'est pas un poids pour lui. Parce que nous sommes habitués à la débrouillardise et chacun se débrouille. Vous savez que en 2017, M. Mathieu, si je ne me trompe pas, le ministre de l'administration territoriale orientait une quête nationale pour venir en aide aux déplacés du Nozo. Aux réfugiés et aux déplacés du Nozo. On a cotisé, c'était plus de 13 milliards, si je ne me trompe pas. 13 milliards. Voilà. Et pour finir, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su où sont passés les fonds. Vous savez ce qui s'est passé? On a acheté des matelas, on a fait le tour de la ville de Douala avec, on est allé à Bonabéry. Je ne sais pas si les personnes qui sont déplacés et qui vivent à Bonabéry en ont profité. On est allé à Tchang, les déplacés ont attendu longtemps. Ils ne sont pas venus. Certains se sont fâchés, ils sont rentrés. Mais plus tard, on a entendu qu'ils étaient venus plus tard et ils ont fait des distributions. C'est le désordre total. On a quand même dans ce pays un ministère de l'administration territoriale qui est chargé de la protection civile et dont les réfugiés font partie de leur domaine. Ce qui fait que lorsque vous avez un déplacé qui quitte d'une région en crise pour la région dans laquelle il se trouve, vous avez le droit de lui apporter de la nutrition, du logement, de la santé et l'éducation. Parce qu'il est dans son territoire national et qu'il est camerounais partout où il se trouve. Effectivement. Du coup, c'est une obligation pour l'État du Cameroun de prendre soin de sa population. Hormis, je ne parle pas des réfugiés externes, je parle des Camerounais qui sont au Cameroun. Maintenant, vous avez quand même un pays qui réussit à laisser ses réfugiés au Nigeria et à ne jamais prendre soin d'eux. Chaque fois qu'on en parle, ils font un petit tambourin et puis après, on n'entend plus rien. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on traite les déplacés du Nozo comme si c'était eux les coupables de la guerre. Comme si c'était eux les coupables de la guerre, alors que ce sont des victimes qui ont réussi à échapper belle. La réalité dans notre pays, c'est qu'on crée tellement de commissions. Dans les années 2000, lorsqu'il y avait un flux important de réfugiés qui entraient au Cameroun, on a mis sur pied l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base afin de répondre au trop-plein de population qui, pour la plupart, étaient vulnérables. Ça veut dire que cette inspection-là était censée recenser les couches vulnérables des populations déplacées et permettre à ces personnes-là d'avoir un accompagnement social
d'abord. C'est-à-dire que... De la part de l'État du Cameroun. De l'État du Cameroun. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on permettait à ces couches vulnérables, c'était des enfants, parce qu'il y a les enfants, les femmes et puis les personnes handicapées, d'avoir un logement, d'avoir un abri, oui, d'aller à l'école et ainsi de suite. Sauf que on s'est rendu compte à un moment donné que c'était un domaine abandonné aux ONG qui venaient parfois faire des dons, qui venaient parfois encadrer et tout. C'est pour ça que vous entendrez parler parfois des enlèvements, des kidnappings dans ces localités-là. Pourquoi? Parce que ils sont abandonnés, ils sont pas protégés, ils ne sont pas suivis et parfois ils décèdent. Et pourtant, les gouvernements devraient même accompagner ces réfugiés dans un processus de retour dans leur terre natale. Absolument, c'est ça même l'objectif. C'est l'objectif. Le but pour un réfugié qui vient chez vous, ce n'est pas de rester chez vous, de trouver l'éducation et tout, mais c'est de l'accompagner à ce qu'il puisse un jour trouver le moyen de retourner chez lui. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Tous les réfugiés sont pris comme tout le monde et après on les mélange quand il faut faire des campagnes politiques. On ne veut pas savoir si le moto-taximan qui est sur une moto est un réfugié ou pas. Il vous porte, il fait les bruits dans la ville et à qui mieux. Maintenant, lorsqu'il y a un accident, on vous dit qu'il était même de nationalité telle. Vous voyez que c'est un peu rébarbatif de parler de ça à chaque fois parce que vous savez quand même que la personne qui a la responsabilité du territoire et des personnes qui sont dans ce territoire-là est là, mais qui s'intéresse plus à la politique qu'aux citoyens. C'est bizarre quand même. Et on sait justement, vous l'avez très bien dit, Karine Sontia, nous avons le ministre de l'administration territoriale qui est justement à la tête de cette protection civile au Cameroun et qui n'en fait rien, puisque vous le disiez. Et le chiffre de 13 milliards reste évoqué. On n'en sait vraiment rien de ce qui s'est passé dans le traitement de ce montant. On en parlait déjà sur ce plateau il y a quelques temps. Nous nous demandions exactement qu'est-ce qu'on a fait de ces 13 milliards. Oui, matelas, d'accord, que quelques fournitures, mais est-ce qu'on a pu dire aux Camerounais, sur les 13 milliards collectés, voici ce qu'on a réellement fait, voici un bilan, voici, rien n'a été fait. Mais non, tournons-nous vers Dominique Audrey, qui est camerounaise elle aussi, et qui connaît ces mouvements de masse des Camerounais réfugiés, partis bien sûr des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Charles Hamel le décrit tout à l'heure, ils meurent de faim, Dominique Audrey. Dans leur pays. Est-ce qu'on va dire que la prise en charge, on s'en fout au Cameroun, et on s'en fout même du Camerounais? Royalement. Ouais. Royalement. À côté de monsieur le ministre de l'administration territoriale, on devrait adjoindre les dames des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille. Effectivement. Vous savez que lorsqu'on parle du sujet de la crise anglophone, vraiment, comme on dit souvent au quartier, mon cerveau jette l'air parce que on a réalisé des reportages ici où on a présenté des jeunes élèves de 16 ans, lorsqu'elles sont grandes, qui se sont retrouvés à faire la prostitution à Bonabéry, monsieur Ngachou. Dans en tout cas, les deux. Le fameux quoi ça. Où monsieur Mbachou a fait une descente effective pour se rendre compte de ce que c'était, ce qui se passait réellement là-bas. À aucun moment, aucun de ces ministères n'a rien fait. Simplement pour cette situation grave de voir ces enfants, une enfant, elle vous dit, me prostituer ou mourir. Parce qu'elle est partie de son village où il y avait le crépitement des balles, c'était rester là-bas et mourir. Donc, on arrive à Douala, on est dans son pays et malheureusement, on ne peut pas manger. On se serait attendu à ce que le gouvernement, avec ces déplacements massifs de population, essaye de les recaser ou qu'on leur donne des terres, qu'on leur donne même des espaces pour qu'ils puissent vivre le temps de pouvoir résorber cette crise-là. Mais que non, si vous allez à Loum, vous allez les trouver là-bas. Vous me permettez, Dominique? Bien sûr. Pourquoi quand même dans 13 milliards de francs CFA, on ne pouvait pas générer 2 ou 3, 4 milliards pour créer des emplois pour ceux qui sont des réfugiés internes ici? Bien sûr, il fallait d'abord commencer par les loger. Vous savez qu'il y a une autorité de cette localité-là qui nous a dit que non, cette population était en train d'aller en vacances, qu'elle ne se déplaçait pas, non, qu'on était en train de bavarder comme à notre habitude. Voilà, le gouverneur du Sud-Ouest qui nous a dit que non, ils étaient en train d'aller en vacances. Et jusqu'aujourd'hui, les vacances ne se sont pas terminées. Ça fait 4 ans. On donne les matelas aux gens. Ok, on a demandé que ces enfants aillent à l'école. Ceux qui sont venus ici, à Douala et dans toutes les autres villes, s'est-on assuré que ces enfants sont allés effectivement à l'école? Est-ce qu'on a mené une sorte de recensement, encore une fois, pour savoir combien de personnes se sont déplacées de cette zone-là
Non. On a plutôt assisté à des personnes qui vivent aujourd'hui dans la débrouillardise. Les Camerounais du Nozo ne sont pas différents de ces Centrafricains et de ces Tchadiens qui sont au Cameroun aujourd'hui. On ne voit même pas quelle est la différence. Aujourd'hui, ils meurent de faim comme des Centrafricains meurent de faim au Cameroun. Ils n'ont pas d'accès aux soins de santé parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas d'accès aux services sociaux de base. Et où sont donc ces ministères qui promeuvent la famille à ce moment-là? Où sont ces femmes? Ils écrivent des SMS. Elles écrivent des SMS. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Restons en paix. Ne nous crions pas. Ne nous crions pas dessus. Alors nous mourons de calmement. faim. Mourant de faim. C'est dans ce genre mais de... Dominique Audrey, est-ce qu'on peut considérer que même le Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun, pour ceux qui sont des déplacés externes, ont fauté? Enfin, a fauté pour le Haut Commissariat. Pourquoi vous le dites? Bon, on Parce a vu, souvenez-vous du cas de 2015, même le plus récent de 2020 ici à Douala, Oui, où récemment. les gens sont laissés plaindre en disant que nous n'avons rien à manger. Oui, la question que moi j'ai posée lorsque j'ai vu ce reportage, c'est qui sont ces représentants ici au Cameroun? Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'étranger ou ce sont des Camerounais qui gèrent le site du Cameroun? Non, ils sont ils viennent de Très souvent, c'est les étrangers. Certainement, alors, ils se sont laissés pervertir par les mœurs d'ici, par les mentalités d'ici. Parce que moi je connais, oui, ça ne peut pas s'expliquer puisqu'il y a des fonds. Ce sont des gens qui collectent des fonds et qu'on vous demande, qu'on vous donne pour pouvoir vous occuper des déplacés ici. Moi je connais une femme de 40 ans qui dit qu'elle a marché 3 mois avec sa famille pour partir de la Centrafrique jusqu'à Batouri. Arrivé ici, les membres de sa famille ont commencé à mourir peu à peu jusqu'à son dernier petit-fils est mort, il pesait 5 kilos. Parce qu'il n'avait rien à manger, il ne mangeait que des feuilles. Qui va les nourrir? Voilà. En tout cas, Voilà. on vous a... Et les Oui. Camerounais sont donc gérés de cette façon. Vraiment, les gens qui sont dans ces ministères doivent sortir de leur portable. Ne nous envoyez plus les messages. Allez nous sortir ces petites filles de la prostitution. Leur place n'est pas là-bas. Moi, j'ai toujours dit ici, comme je dis pour des sans-abri, si on avait, oui, pour finir, merci. Si on avait des institutions où on demandait juste aux Camerounais de venir laver leurs vêtements dans des sortes de pressing et on prenait tous ces Camerounais-là, on les mettait là-bas, tout le monde viendrait laver les mains parce qu'on savait que ça devait aider ces gens. Il y a des moyens d'aider nos frères. Ce sont des Camerounais, on ne peut pas être réfugié dans son pays. Merci Dominique Audrey, merci infiniment. La question, bien sûr, de la prise en charge était au menu de la colère de Charles Amen Battu ce matin. On en reparlera avec vous, madame, monsieur, dans la deuxième partie de 10-12 le Zénith. Marquons une pause et on se retrouve. Allez, merci infiniment. Bon retour à vous, madame, monsieur, après cette belle ponctuation musicale de Julien Presse sur les antennes Equinox Télévision. Et il va falloir rappeler qu'il est fasciné par la culture camerounaise, surtout musicale. Et voilà, en coup, on le voit chanter en Douala. Et il faut préciser que c'est lui qui fait justement la guitare dans les chansons de Charlotte Dipanda. Merci, bien évidemment, pour ces chansons et merci à la réalisation pour la proposition. Allez, vous le savez, nous parlons à l'instant de la question de la prise en charge des réfugiés au Cameroun, qu'ils soient externes ou internes. Vous aussi, vous les connaissez, vous les vivez, vous vivez avec eux au quotidien. Mais Charles Amen Battu, on va quand même poser le problème un peu plus en profondeur. Les guerres sont créées, entre guillemets, par l'Occident. Parce que les armes, c'est l'Occident qui crée les armes, qui les invente au fur et à mesure. Maintenant, on sait qu'il faut absolument créer des guerres dans des pays pour vendre les armes. Et c'est peut-être le cas dans bien de pays africains qu'on ne va pas nommer aujourd'hui. Et il y a des déplacements qui se créent au fur et à mesure. C'est l'Union européenne qui viendra vous dire par la suite, on vous donnera un petit budget pour pouvoir veiller sur les réfugiés eux-mêmes, qu'ils soient internes ou externes. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que réellement l'Afrique devrait se fermer à l'Europe, entre guillemets, pour pouvoir mieux se contrôler soi-même? Si des gens ont réussi à perforer des frontières pour entrer, ce n'est pas en se fermant, M. Michel Ngachou, qu'on va éviter. C'est vrai que la guerre profite à 3 types de personnes: le vendeur d'armes, le banquier et le propriétaire terrien, M. Michel Ngachou. C'est les 3 personnes à qui profite généralement la guerre. Le vendeur d'armes parce qu'il va vendre, le banquier parce que les fonds seront saisis, il va saisir les fonds. Et vous savez que toutes les guerres réunies ont fait les plus grands milliardaires, même celle de la Côte d'Ivoire tout récemment. Les guerres fabriquent des milliardaires, M. Michel Ngachou. Donc on va dire que ce qui se passe dans le Nozo également, mais bien sûr, c'est pas moi. milliardaires. Oui, ils sont pleins qui se sont enrichis, bougrement enrichis,
avec cette guerre, M. Michel Ngachou. Bon, ce n'est peut-être pas le sujet. Il faut dire que, il faut préciser déjà que au Cameroun, on a développé le concept de déplacés internes. On a politisé en parlant de déplacés internes, partant du principe que le réfugié, c'est celui qui, lorsqu'il traverse la frontière, perd ses droits, perd pratiquement tout. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors que le déplacé interne, il va d'une région à une autre, bien qu'ils tous fuient des conflits armés, tous, le domaine de définition, ils fuient des conflits armés, ils fuient la mort, les insécurités pour une autre région. Là, on dit que le déplacé interne est pris en charge par le gouvernement. Mais sauf que dans le cas du Cameroun, enlever l'expression déplacé interne, c'est un réfugié. Parce que qui prend en charge ceux qui se sont déplacés? Ils ont quels droits? Quels sont les droits qu'on défend? Si même l'établissement de la carte nationale d'identité, on exige à ceux qui ont perdu leurs actes de naissance, parce que fuyant la guerre, on dit rentrer là où vous êtes. Tu es né où? Tu dis Manfé. On ne dirait pas Manfé, on ne peut pas établir. Donc, voyez jusqu'à quel niveau on se retrouve. Je côtoie au quotidien M. Michel Ngachou des réfugiés qui souffrent pour manger, qui n'ont pas de quoi manger, qui commandent pour pouvoir vivre. Est-ce que vous savez que même l'assistance pour des maladies chroniques et à tête chercheuse, vous avez une maladie chronique comme, je ne sais pas moi, l'insuffisance rénale, vous avez le diabète, tant pis pour vous, M. Michel Ngachou. Quand vous êtes réfugié, c'est tant pis pour vous. On s'occupe de ceux qui peuvent avoir, dans un certain cas, des maladies moins coûteuses, soigner les vers, déparasiter, le paludisme. On distribue les médicaments, mais pour le reste, un peu compliqué, ils ne sont pas à ce niveau. Deuxième chose, l'eau, l'accès à l'eau. Allez voir comment vivent ceux du Nord. Allez voir comment vivent ceux de l'Est Cameroun. L'accès à l'eau, c'est tout un problème. Il y a ce problème de sécurisation. Est-ce que le gouvernement travaille même à la sécurisation de sa nationalité? Vous avez de nombreux réfugiés. Vous avez dit tout à l'heure là que pour un réfugié au Cameroun, d'ailleurs pour ce... C'est 15 litres d'eau par habitant. Par jour, par habitant. Par habitant, 15 litres d'eau, c'est suffisant, ça, la même base. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, pour que vous compreniez que c'est dans le stricto sensus du terme, c'est plus bas même que terre, parce qu'on ne peut pas utiliser que 15 litres d'eau par jour. Vous avez besoin de vous laver, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de cuisiner, vous avez besoin... Franchement, il y a tellement de choses. La lessive, 15 litres d'eau. Alors, donc, M. Michel Ngachou, nous avons l'Union européenne qui accompagne le Cameroun particulièrement pour ses 775 000 déplacés internes et environ 400 000 réfugiés nigériens et centrafricains à hauteur, qui accompagne le Cameroun à hauteur de 17,8 millions d'euros en 2019 et un peu plus en 2020, M. Michel Ngachou. Cet argent va où? Ben, on vous dira en même temps qu'il y a des audits qui sont faits, voilà, et que on prend bien soin de ces réfugiés là au Cameroun, Charles Ngachou. Monsieur Michel Ngachou. Bon, j'ai bien envie de rire, parce que le service censé s'occuper, c'est la protection, la direction de la protection civile, comme l'a dit Karine Sontia tout à l'heure. Vous avez les déplacés internes comme externes, c'est la protection, la direction de la protection civile qui dégage les différents quotas en matière d'aide. Est-ce que l'aide s'est limitée uniquement au lit, matelas, quitte seau, excusez-moi, ce n'est pas des sauts maçons, mais seau, au parc de Javel, Pax pour ces jeunes garçons. À d'autres, on avait donné les dentifrices et les brosses à dents. Aujourd'hui, c'est terminé, ils se débrouillent. Regardez la façon, vous ne pouvez pas circuler à Dakar à partir de 18h, 19h, M. Michel Ngachou. 19h, 20h, lorsque vous voyez tous ces gars, les gars qui vous agressent ne sont pas des gars, c'est des réfugiés. C'est des réfugiés. Oui. Lorsqu'on les interpelle, vous vous rendez compte, il n'a ni carte d'identité, ni carte de séjour. Est-ce qu'on travaille au Cameroun à cette prise en charge? Quartier par quartier, on devait savoir qui fait quoi. Au niveau des entrées, est-ce que vous savez qu'il y a des réfugiés qui sont retrouvés à avoir la nationalité, permettez-moi, camerounaise déjà? Est-ce que les auxiliaires d'administration, pour répondre justement à cette interrogation, devraient faire leur travail? Les auxiliaires d'administration, ils ne le font donc pas. Mais c'est leur devoir, M. Michel Ngachou, de les accueillir dès leur entrée. On les accueille, on sait que nous avons eu 30 000. Sur les 30 000 qu'on a, on a arrêté notre fichier qui est le BUNEC qui est centralisé, informatisé au niveau du Bureau national des états civils. On sait que dans la zone de l'Est, le taux de natalité est chiffré à temps. Si quelqu'un vient nous brandir un acte de naissance de 1900 ans, on sait que c'est un faux, mais ils sont nombreux qui se retrouvent là à travailler à Bosso, Cameroun, avec des actes d'identité camerounaise, des actes nationaux, des actes de naissance camerounaises. Ça encore, est-ce que le gouvernement travaille? Non.
Aujourd'hui, le réfugié, c'est le gars qui se débrouille, qui épouse le système et qui vit dans le système. Je voudrais rapidement vous rappeler aussi que dans le secteur des mototaxis, ils sont vraiment nombreux. Ils y travaillent. Parfois, ils partent du Tchad. Pour ceux qui partent du Tchad pour le Cameroun, ils sont ici. Parfois, ils n'ont pas de domicile. Parfois, ils n'ont pas de domicile. Il y a d'ailleurs un reportage qui est en train d'être mené là-dessus par des équipes d'Equinox Télévision. Et vous verrez justement des images choquantes, les conditions dans lesquelles ces réfugiés se retrouvent au Cameroun, les conditions dans lesquelles ils dorment. Pour ceux qui sont mototaximen, vous demandez comment est-ce qu'ils se lavent, comment est-ce qu'ils parviennent ne serait-ce qu'à se brosser les dents, comment est-ce qu'ils mangent. Parfois, vous les rencontrez dans la ville, vous vous rendez compte que ça, sans même le lui demander, est-ce que vous êtes Camerounais, à vous regarder, vous comprenez que ce n'est pas évident qu'il vous réponde. Mais quel est dans le rôle, M. Michel Ngachou, de toutes ces structures, direction de la protection civile, ministère de l'administration territoriale, pour prendre en charge et se rassurer que, vous savez, lorsque vous arrivez, croyez-vous que le Cameroun a encore la tête lorsque vous arrivez, M. Michel Ngachou, ça? Dans une ville comme en France, une ville française, première chose, vous êtes identifié à la préfecture. On sait que dans notre commune, nous avons tel nombre d'expatriés et tel nombre de périme. On connaît. Lorsque vous venez à Violon, on vous rappelle, monsieur, vous n'êtes plus habilité à séjourner ici. Bien voulant, on s'arrange à vous virer. Mais pourquoi au Cameroun, on va vivre comme si... Non, le réfugié qui arrive, on le prend. Et puis, on a oublié quelque chose, permettez-moi, cela me revient. Les conflits désormais. Vous savez qu'il y a trop de conflits qui sont en train de naître dans la zone de Bonabéry. Parce que celui qui part d'ailleurs pour venir s'installer à une mentalité, il trouve une autre mentalité. La façon de faire la cohabitation n'est pas toujours. Et où est donc le ministère de la promotion de la femme et de la famille, là, dans ce différents jeux? Donc vous vous rendez compte qu'on a créé le ministère. Surtout aussi le ministère des Affaires sociales, hein, il y en a pas mal. Allez, Karine Santi a certainement des messages avec nous ce matin. On va rappeler qu'on a quelques petites perturbations avec Internet ce matin au Cameroun. Rassurez-nous, on peut moins avoir des messages? Oui, avant de se pencher sur la question des réfugiés, ce serait d'abord logique de s'intéresser à la situation même des citoyens d'un État, car on est d'abord citoyen d'un lieu et on se retrouve réfugié ou déplacé interne par un concours malheureux de circonstances. Quel est le sort que l'État du Cameroun réserve d'abord à ses propres citoyens au quotidien? Ne sont-ils pas eux-mêmes abandonnés, livrés à eux-mêmes face à la misère, aux injustices sociales? Comment pouvez-vous espérer le meilleur ou le moins pire pour les réfugiés? Si vous ne faites rien pour votre propre enfant, ce n'est pas pour l'enfant du voisin que vous allez réussir. Les 12 travaux d'Hercule. Henri Michel Cham qui nous écrit ce matin. Par rapport à l'histoire du jour, cette fille a déjà une idée en tête parce qu'en effet la famille n'est pas à la hauteur de la demande, donc la vie est un choix et elle a fait son choix. Les filles sont confrontées à ce genre de situation chaque jour de la vie pour celles qui partent rechercher de l'emploi et à cette fille qui a déjà inscrit dans son cerveau son idée de ne pas céder à la tentation parce que tu seras son éternel objet sexuel au prix de ton maintien en entreprise pendant qu'il est là. Mais une fois qu'il sera parti, soit tu continues si le prochain est pareil que le précédent, soit tu es à la porte et bonjour la honte. C'est vrai que la méritocratie a perdu sa place en enfer, oui, mais auto-emploi est mieux que l'emploi au prix du sexe. La dignité est une force, elle vaut mieux que la richesse de la honte. Dominique Audrey également. C'est un message de Marvel Efficace. Sur cette approche-là, Dominique Audrey, vous martelez effectivement qu'une femme aussi, même lors de la recherche d'un emploi, c'est sa dignité, c'est sa fierté. Oui. Et vous restez focus, comme on dit. Oui. Vous savez que la façon dont vous abordez quelqu'un la première fois détermine la façon dont cette personne va vous considérer. Si vous vous retrouvez face à un homme qui vous dit « je vous donne un emploi à condition que vous vous envoyez en l'air avec moi », vous l'envoyez paître. Montrez-lui qu'il devrait vous respecter. Il doit vous respecter. Et votre force de caractère à ce moment-là peut être déterminant. Ça peut jouer en votre faveur. Il se dira peut-être, waouh, ça c'est une femme qui a du caractère, elle a de la poigne. Et par conséquent, j'ai besoin de ce genre de personnes dans mon entreprise. Parfois, vous allez vous retrouver avec des employeurs qui font des choses simplement pour vous mettre à l'épreuve. Donc, il faut faire prévaloir les valeurs qu'on a acquises.
lorsqu'on a grandi avec vos parents, et c'est une façon également d'inciter les parents à dire à leurs enfants, à apprendre à dire non. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, lorsque quelque chose va à l'encontre de vos principes, vous dites non. Peu importe à qui vous le dites, vous dites simplement non. Et comme ça, vous vous ferez respecter. Maintenant, ça prendra peut-être du temps, mais il va falloir qu'elles s'entourent des bonnes personnes pour pouvoir se lancer personnellement dans une sorte de commerce. Ça va prendre du temps, mais qu'elle soit patiente, ça viendra. Encore que là, elle a besoin d'argent. Oui. Merci. Monsieur Michel Ngachou. Oui, Jean-Paul Sartre, lors d'une de ses conférences sur la responsabilité, est interpellé par un jeune garçon qui lui dit grand maître, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, grand maître, j'ai un problème. Jean-Paul Sartre dit devant tous les journalistes et le parterre de l'intelligentsia française, je t'écoute. Et le jeune de lui dit, je viens d'avoir le recrutement pour l'armée. J'aime ma patrie, je veux défendre ma patrie, je veux aller. Mais d'un autre côté, je suis le dernier, tous mes frères sont allés en guerre, on les a tous tués. Il ne reste que moi et ma grand-mère, et j'aime beaucoup ma grand-mère. Je n'ai pas envie de la laisser, je suis partagé entre aller en guerre et rester avec ma grand-mère. Que me conseillez-vous, grand-maître? Jean-Paul Sartre lui a répondu sèchement, je n'ai rien à te conseiller, c'est ça aussi la responsabilité. Ouais. Entre ce que tu as décidé et ce que je vais te dire, tu voudrais juste te rassurer si mon opinion va coïncider avec le tien. Alors à cette jeune fille, je l'ai mis elle-même devant le même choix. Elle a un choix à faire, c'est ça être responsable. Derrière chaque responsabilité, il y a un grand pouvoir. Derrière chaque pouvoir, il y a une responsabilité, il faut savoir assumer. Si on ne te recrute pas, moi je termine en disant aux jeunes, fréquentez, si on ne vous recrute pas pour ce que vous avez appris, on va vous recruter pour ce que vous savez faire. Et dans ce que vous savez faire, vous allez mettre ce que vous avez appris. Très bien. Merci Charabel. Carison, ça des messages. Pour moi, cette jeune femme doit rejeter les deux options, car ce monsieur a dû arriver à ce poste par le même genre de pratiques. De ce fait, elle s'expose au chantage et aux pratiques mystiques. En plus, si cette société l'a appelé, une autre peut le faire. Ça ne sert à rien d'être un oiseau dans une cage dorée. Elle va laisser la précarité pour une prison mentale. Rilsit Yumbi qui nous a écrit. Cette fille connaît quoi faire. Elle sait déjà que la première hypothèse est déjà mal en point. Elle ne peut évidemment choisir que la deuxième. Georges Kenney qui nous a écrit. C'est son conseil à lui. Mais c'est gentil quand même. C'est gentil quand même. Il conseille qu'elle choisisse la deuxième. Non, il dit qu'elle sait déjà ce qu'elle va faire. Il dit qu'elle sait ce qu'elle va faire. Ouais. Parce qu'elle-même, elle dit que dans sa maison, personne ne peut l'aider. Ouais. Avec l'argent. Donc mais elle a besoin d'argent pour réussir. Hein? Et elle ne va pas se livrer quand même. Ça ne garantit pas qu'elle sera heureuse. Monsieur Michel Ngachou, un jour, un jeune m'aborde. Il me dit, grand frère, vraiment, je vais être comme toi. J'ai dit, tu veux être comme moi? Il dit, oui. Il dit, pardon, même si c'est où, amène-moi, je vais te suivre. J'ai dit, mais attends, je vais t'amener où? Il me dit que grand frère, même si c'est dans quelle loge, donc on est à Londres, je suis prêt. Même si c'est pour le casser le derrière, j'ai dit. Alors, imaginez-vous, non, je vous dis, c'est vrai. Imaginez-vous ce que les Camerounais pensent. Regardez comment on a assez, moi on dit souvent, on a... vider la substance même du cerveau des Camerounais qui estiment que pour réussir, soit vous entrez, il citait tout à l'heure les noms des différentes loges, et il faut soit entrer, intégrer une loge ésotérique, soit vous retrouvez à vous casser. Mais c'est grave, c'est grave. Il faudrait une alchimie pour ramener les gens à comprendre que mais pour réussir, c'est ton travail. Mais en même pour temps, réussir, c'est ton talent. Ne voyez-vous pas Charles Battu aujourd'hui? Et la question est posée. Quel est le système, du moins, quels sont les mécanismes que l'État du Cameroun a mis en place pour éduquer sa population, pour enseigner sa population? Bon, Bengan, peut-être je vous renvoie cette question. Croyez-vous vraiment qu'il y a un mécanisme qui soit mis en place au Cameroun pour suffisamment enseigner les Camerounais, leur dire faites attention aux dérives? Bon, on dira qu'il y a des religieux, et puis quand vous êtes dans une religion, on vous dit, ben, écoute, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Le ministère, je prends par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Pour ne pas prendre cet exemple-là. On a également le ministère des Affaires sociales. Pour vous dire, bon d'accord, vous avez eu un problème, prochainement ne le faites plus. On peut avoir des programmes quand même dans les télévisions, dans les radios, achetés pour pouvoir sensibiliser, éduquer les Camerounais, non, Maman Bengan? Oui, absolument. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Mais parce qu'on n'a pas pris cette option-là. On a décidé d'enlever la morale à l'école.
Moi, les 3 ans ou 3 ou 4 ans, j'ai passé à l'école, on nous apprenait la morale. Oui, Apparemment, ça n'existe plus. Bien sûr. Voilà. Bah ouais. Oui, ça n'existe plus. Donc, le gouvernement a opté pour autre chose. Maintenant, vous avez le cinéma, c'est quelque chose. Le cinéma. Le cinéma. Ouais. Si on laissait les Daniel Ndo, Kamwa, et Jean-Pierre Bekolo et autres faire des cinémas pour dénoncer ces travers-là, en faisant des cas, par exemple, comme l'histoire d'aujourd'hui, où une fille est dans cette situation, on fait des simulations de cinéma et de manière régulière et permanente, la société allait être corrigée. La société allait être corrigée. Mais le problème, c'est que nous sommes allés mains et pieds liés dans la civilisation occidentale. On n'a rien préparé. Rien. Même la venue d'Internet, on ne l'a pas préparé. La venue de la télévision, on ne l'a pas préparé. Rien. Tout nous tombe comme ça. Et le drame, c'est que nous avons nos dignes fils et filles de la diaspora qui essayent d'apporter des idées au gouvernement. Il s'est fermé complètement. C'est complètement fermé. Est-ce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on n'a pas pratiqué sur les Camerounais? Au point, personne ne se réveille, personne ne comprend il n'y a pas eu de pratique. Je parle un peu comme mon quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est allé crescendo. Quand les aînés commençaient à nous dire dans les années 85 que le Cameroun est en train de tomber, parce que justement on avait observé un certain nombre de choses, notamment la construction des ventes emportées à côté des établissements scolaires. Nous, on ne comprenait pas très bien. C'est après 10, 15, 20 ans que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est très grave, que l'heure est grave. Mais à l'époque, on n'écoutait pas les intellectuels comme Jean-Marc Ella. Quand il sort un livre intitulé « La plume et la pioche », donc comment on doit apprendre les jeunes Camerounais, on ne l'écoute pas. Il sort un autre livre, « L'Afrique des villages » ou « La ville en Afrique noire ». On ne l'écoute pas. On ne lit même pas. On ne lit même pas. On ne valorise pas. Aujourd'hui, par exemple, le professeur Ngandongo a sorti un livre dans ce sens. Le politique, le journaliste et l'intellectuel, on ne les lit pas, on ne l'écoute pas. Donc, c'est chacun qui vient avec son idée, veut faire comme il veut. Vous voyez même le gouvernement. Pour un moindre truc Covid là, il y a au moins... Comment le gouvernement ne peut pas coordonner son action? Malheureusement. Voilà comment on en est. Donc, en fait, nous sommes dans une navigation à vue. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. C'est terrible, bon Bengan. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, de rester avec nous. Sur Internet également, ça bouge. Des sujets gravitent sur la toile. Vous aussi, vous les commentez, vous les likez et vous laissez parfois vos opinions. Karine Santia a recoupé quelques-uns de ces sujets pour nous dans la revue des réseaux sociaux. Karine. Oui, on parle ce matin du traitement des décès suite au Covid-19 au Cameroun. Au départ, on a vu comment les autorités elles-mêmes prenaient sur elles avec le personnel de santé adéquat pour aller inhumer les personnes décédées ou encore les dépouilles des personnes décédées suite au Covid-19. Sauf que depuis lors, il y a un débat qui est né même sur Internet, savoir pourquoi est-ce qu'il y a tout ce grabuge autour des personnes décédées de Covid-19. Le docteur Cuissou s'en est inquiété et nous dit que c'est inhumain et cruel. Votre bien-aimé entre à l'hôpital et vous ne le revoyez plus jamais, même pas son corps enterré à la hâte. Si vous arrivez à avoir le corps, les policiers vous poursuivent ou vous arrêtent au contrôle routier pour le récupérer. Il poursuit en disant que le corps d'un malade mort de Covid-19 n'est pas contagieux. Quand le malade meurt, le virus meurt aussi. À supposer même que le virus ne meurt pas. Il est dans les poumons du mort. Et avez-vous déjà vu un mort qui tousse, qui parle ou même qui éternue? Voilà les questions qui se posent ce matin. On se rappelle qu'il y a 2 jours, le ministère de la Santé a décidé notamment de donner 2 jours, 48 heures pour mettre sur pied ou encore pour parvenir et terminer avec le processus d'inhumation des personnes décédées de Covid-19 au Cameroun. Dominique Audrey, vous avez également suivi cette actualité-là. Certainement, vous avez non seulement écouté, le ministère fait cette proposition de 48 heures afin d'inhumer chaque victime de Covid-19. Mais comment comprendre aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire qu'on nous a berné pendant tous ces 3 mois? On meurt et tout de suite on vous enterre alors que vous n'êtes même pas
on peut organiser des cérémonies funèbres autour de nos décédés bonnement. Oui, vos gouvernants vous ont berné en calquant simplement quelque chose qui était appliqué ailleurs. Les scientifiques disent que les corps qui sont susceptibles d'être contagieux sont des corps qui ont eu une fièvre hémorragique, notamment à Ebola, ou bien des corps qui ont eu le choléra, lorsqu'on a des hémorragies, parce que ça continue de couler. Mais malheureusement, dans le cas du Covid, il n'y a que les poumons qui peuvent être contagieux. Et ça, c'est lorsqu'on effectue les autopsies. Au Cameroun, on n'en effectue pas. Donc, il n'y a pas de chance pour qu'un corps, quelqu'un qui soit décédé, puisse être un vecteur du virus à corona. Aujourd'hui, donc, comment on va donc faire? Parce que moi, l'interrogation que j'ai, c'est si moi j'ai eu mon mort et que son corps n'est pas contagieux, forcément il se pourrait que j'ai des envies de récupérer mon corps et de le ramener au village. À ce moment, donc, il faut que l'administration camerounaise se prépare à cela, à ce que, ou bien ouvre les portes pour que les Camerounais puissent engager des procédures pour exhumer leurs corps, pour pouvoir les acheminer au village. Aujourd'hui, ils donnent 48 heures, mais rassurez-vous, maintenant, désormais, on va vous donner la possibilité de récupérer vos corps. Non, mais vous ne sortez pas, hein, vous ne sortez pas de la région, vous restez dans la région. Ah! Oui, effectivement, c'est peut-être... Pourquoi donner dans la latitude? On va donc faire quoi avec ce corps-là pendant les 48 heures? C'est un peu... Il faudrait qu'il se décide finalement. Moi, il y a quelqu'un qui a expliqué hier que l'Italie a opté pour cette méthode-là parce que les corps se comptaient par centaines et plus et il n'y avait pas de possibilité de les garder dans les morgues. Mais malheureusement, ici, on n'a pas le même nombre de décès. On aurait pu permettre que les Camerounais le fasse, ou bien qu'on scellait simplement les cercueils et on nous permettait de rentrer avec nos corps au village. Donc il va falloir qu'ils nous donnent véritablement les orientations définitives à suivre pour qu'on puisse ne pas avoir d'embrouille à cause des corps, à cause des morts liés au Covid. Bon, Bengan, vous avez bien suivi, vous avez lu ces sorties du docteur Siméon Kuissou, j'espère que je prononce bien, qui dit que scientifiquement c'est prouvé. La science prouve que lorsqu'on est mort, on est mort. Même le virus est mort dans le corps. Pourquoi comprendre qu'aujourd'hui, vous décédez à peine et on vous enterre? Le Cameroun ne sait pas, peut-être pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que tout nous tombe dessus. Est-ce qu'on comprendra que c'est aussi le même phénomène? La science a-t-elle échoué ou pas? Voilà. Non, il y a 2 ou 3 problèmes. Enfin, les scientifiques ont-ils échoué ou pas? Très bien. Oui, ils ont échoué. Mais pas tous. Il y a 3 problèmes liés à ces choses. Le premier problème est dans l'environnement global du Cameroun. Le politique décide de tout, surtout ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les scientifiques savent ce qui se passe. Mais il y en a qui sont à la recherche de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus scientifiques, ils sont devenus politiques, ils accompagnent le politique, ils ne disent rien. Et il y a les vrais scientifiques, comme le docteur Siméon Kuissou, dont vous parliez tout à l'heure. Moi, on a eu ce problème le jour de Pâques. Mais j'avais 2 cadavres entre les mains. Un aîné qui s'appelait Nicolas, ancien de AIS, il a pris sa retraite en décembre. Il souffrait de pneumonie depuis des années. Pour le simple fait qu'il soit parti à l'hôpital psychiatrique, il était d'ailleurs suivi à l'hôpital général, voilà, il décède le même jour. Et de l'autre côté, un petit frère s'appelle Pouret, un cadre de Tradex. Mais les 2 corps sont là. Les médecins disent que ces corps ne présentent aucun danger pour les familles. Et même si ça en était le cas, d'abord, M. Mbok Nicolas n'est pas mort de Covid. Monsieur Pouret qui avait c'est un exemple COVID, que vous tenez en fait. J'ai dit le jour de Pâques. D'accord. La fête de Pâques, vous voulez? Oui, voilà. Le jour de la fête de Pâques d'hier. Là. Ouais. Voilà, c'est vous qui êtes chrétien, moi je n'étais pas à l'église. Le corps médical a dit non, on va traiter le corps de monsieur Pouret, on pourrait l'amener, l'enterrer chez lui sans aucun danger. Mais les autorités administratives estiment que c'est non, ils ne peuvent pas accepter ça comme ça. Bon, lorsque l'autorité administrative lui prend la place politique, ça devient quoi? Ça devient le cafouillage partout. Très bien. Aujourd'hui, où j'ai ces 2 corps, je dois les exhumer pour aller les enterrer au village. Pour moi,
Mais moi, je posais... Comment? Alors qu'on leur présente des trucs, ils savent ça. Le problème qui apporte cet embryomini, c'est que c'est le gouvernement. Oui, juste une question, Maman Bengan. Je ne sais pas, j'aime à le dire. Il y a des familles qui ont des us et coutumes, je veux dire des communautés qui ont des us et coutumes. Par exemple, vous savez qu'en pays Bamileke, il est difficile d'enterrer un individu loin justement de sa terre. On ramène toujours l'individu à la terre mère. Alors, parce qu'on sait qu'il y aura des coutumes par la suite à faire, est-ce qu'on ne va pas dire que cet imbroglio a permis aujourd'hui qu'il puisse avoir un désordre même au sein même de la culture et des us de nos pays Bamileke? Et toute l'Afrique, il n'y a pas que Bamileke. Dernièrement, notre confrère qui est décédé, comment on l'appelle, Meyenga, Simon Meyenga, on est allé l'enterrer, il n'est pas Bamileke. Ouais. Moi, j'ai réclamé mes corps pour aller les enterrer à Sindongue et en Congo pour les deux. Et on a refusé. Donc, c'est ça la pratique chez nous. Et comment le politique nous interdit ces pratiques? Le même politique ne donne pas de médicaments au corps médical, ne les rassure pas. Le même politique n'écoute pas le scientifique. En principe, le politique doit rester. Il écoute le technicien. Et c'est la voix du technicien qu'il porte. Parce que c'est lui qui gère, c'est lui le politique. Mais il écoute le technicien, il écoute le spécialiste et il porte la voix. Donc, en réalité, ils font exprès. Là, c'est une autre attaque du gouvernement à l'égard du peuple camerounais. Très bien. Bon, Benga. Quel est le deuxième sujet? Deuxième sujet, ce matin, on va s'intéresser notamment à l'Assemblée nationale, l'ouverture de la deuxième séance deuxième session de l'année 2020. Alors, je vais prendre pour vous un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale qui nous a semblé quand même intéressant. Je voudrais à présent m'appesantir sur les comportements de quelques compatriotes qui continuent de faire fi des mesures barrières, un peu comme pour défier ce dangereux virus. Il faut le dire et redire, certains Camerounais sont têtus. Mais alors, très têtus, les décoctions non homologuées ne sauraient nous mettre à l'abri du Covid-19. J'invite ceux-là à revenir à la raison et observer scrupuleusement les mesures barrières, toutes les mesures barrières. J'exhorte ainsi le gouvernement à sévir afin de ramener les récalcitrants à l'ordre. Vous vous rappelez que dès le début de cette crise sanitaire, il y avait l'ouverture de la première séance de l'Assemblée nationale, la session de l'Assemblée nationale, la session de plein droit. Et le président de l'Assemblée nationale était arrivé au Cameroun, il n'avait pas observé la période de mise en quarantaine de 14 jours et il est directement allé rencontrer ses collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'après avoir rejeté ou encore après n'avoir pas respecté au départ les premières mesures barrières, aujourd'hui il vient donner des leçons aux Camerounais? Comment est-ce qu'on comprend? C'est Cavaillé qui a dit ça. C'est Cavaillé Yegedibré, le président de l'Assemblée nationale. Charles Amem Bachou. Ce commentaire, cette sortie quand même de Cavaillé Yegedibré, vous saluez ou pas? C'est l'affaire de l'affaire. Dans l'affaire. Il y a une affaire. Il y a une affaire. Tout ce que ça, c'est nous embrouiller, monsieur Michel Nga. Je ne m'arrête pas à ça. Ça, c'est nous embrouiller parce que quand vous serez là en train de commenter sur ces choses, l'affaire même sera en tête de nous. C'est l'affaire de l'affaire. N'est-ce pas? Non, vraiment, c'est pas important. L'affaire principale, c'est quoi? Attends, on est en pleine session de plein droit. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. C'est là où nous sommes figés. C'est là où tous les Camerounais doivent regarder. Ne vous arrêtez pas à ces choses. Il a dit qu'il est monté. Laissez Facebook dormir. Attendons la vraie affaire. Ça, c'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Essayez de nous éclaircir. Quelle affaire, justement, pour éclairer la lanterne des Camerounais qui vous regardent? Qu'est-ce que vous doivez retenir? On attend. Soyons patients. Vous voyez, lorsque ça sévissait, il est venu au Parlement sans rien du tout. On parle, il a même été élu comme ça, il fait les youyou, les trucs. Aujourd'hui, il est revenu à la raison parce qu'il sortait du pays qui était parmi les plus contaminés. Et dans un rôle de contaminé. Et voilà. Et aujourd'hui, il nous rappelle à l'ordre. Non, c'est quand même sérieux. Donc, il y a une affaire dans l'affaire. Non. L'affaire, c'est quoi? C'est que là, on va modifier les choses à l'Assemblée nationale. Ouais. Vous éloignez voilà, pas. parce qu'il nous a amené aussi à notre piste. Il faut être vigilant. Il dit, le gouvernement doit sévir. Après, il dit, le chef de l'État a donné les orientations. Il a parlé. D'accord.
Moi, ça me rappelle 82. Qu'est-ce qui s'est passé en 82, Momo? On devait fêter le 10e anniversaire de l'État unitaire, on n'a pas fêté. Aucun invité d'Aïdjo est venu. Le 21 juin, donc, quelques jours seulement après, Tandem Mounava avec le Maïmama Type, tout le bureau de l'Assemblée dire à Aïdjo, nous vous renouvelons notre soutien inconditionnel. Nous vous renouvelons. Mais il y avait quoi? Les hommes avertis disaient plutôt qu'il y a crise au sein de l'État. On disait non, mais vraiment, vous allez donc lui adresser des soutiens, des motions de soutien comment? Qu'est-ce qui se passe? En novembre, il a démissionné. Non, il y a une crise de l'État au Cameroun. C'est là où il doit nous amener. Parce que nous avions perdu comme ça avant. On ne peut plus tomber. Il dit Boko Haram est parmi nous. On dit Boko Haram c'est quoi alors, monsieur le président de l'Assemblée nationale? Il ne va rien dire jusqu'à présent. Il ne dit rien. Oui. Il ne dit rien. Après, il prend son garde de corps, son aide de camp. Il nous embrouille comme ça. Non, non, soyez vigilants. Il faut être vigilant. Que tous les Camerounais et attentifs. L'avenir du Cameroun va se jouer ces jours-ci. Et là-bas. Soyons vigilants. Laissons-nous. On vit avec Corona, non? Les médecins savaient, voilà, le premier sujet. Les médecins savent que quand on meurt avec le... Pourquoi on nous laisse les corps du choléra? Et le choléra... Quand nous avons nos membres de famille qui meurent de choléra, on nous remet le corps. Alors que le choléra est plus dangereux que le corona. Voilà. Rappelez-vous que c'est comme ça que fonctionne ce gouvernement. Chaque fois qu'on veut faire passer quelque chose, on crée une action. Rappelez-vous de l'arrestation de C'est la distraction alors. Mais rappelez-vous de l'arrestation de Mebengo. On l'a laissé tourner. Au moment où il fallait faire entrer, allez, on l'a attrapé. Tous vos regards, vous êtes allés sur l'arrestation, enfin. Alors, ils ont posé. Non, soyez attentifs. C'est l'affaire de l'affaire. Très bien. Merci. On attend la vraie affaire. En tout cas, vous restez avec nous, madame, monsieur. Nous allons marquer juste une légère pause. Nous allons nous retourner au plateau B où nous attend de ce côté Consti Lamine qui revient avec une grande vente, promotion du magasin 1001 Tapis avec les rayons NVO articles. Présentation et vente de ces articles par Consti Lamine. Bonjour Consti. Alors, bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs et déjà merci à tous ces clients qui ont répondu nombreux à la grande promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Je reviens ce jeudi matin pour une vente spéciale pour la présentation des nouveaux produits au magasin 1001 Tapis. Et parmi ces nouveaux produits, vous avez bien entendu le thermoflash. Oui, un thermoflash de qualité supérieure. On a donc 3 modèles de thermoflash qui vous seront vendus tout au long de cette émission pour ce qui est du concept Salaka. Vous l'aviez demandé, vous l'avez réclamé. Il y a enfin les thermoflash de qualité du côté du magasin 1001 Tapis. Et c'est l'occasion pour moi ici d'attirer l'attention de tout un chacun parce que chacun devrait l'avoir. J'attire l'attention des entreprises, j'attire l'attention des responsables d'établissements, j'attire l'attention de ceux-là qui ont des magasins, des supermarchés, des salons de coiffure. Chacun devrait avoir un thermoflash aujourd'hui pour prendre la température, que ce soit de ses enfants, que ce soit sa propre température, que ce soit la température des clients, parce qu'aujourd'hui, le monde se modernise de plus en plus et le concept Salaka également s'aligne au modernisme avec, bien entendu, ce matin, la présentation et la vente des thermoflash de qualité supérieure. Comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, tous ceux qui vont commander les thermoflash pour le compte de cette semaine repartiront avec des cache-nez. Je n'ai pas dit un cache-nez, des cache-nez, des morceaux de savon et bien entendu un parapluie géant, un parapluie costaud pour tous ceux qui vont commander les cache-nez, bien entendu, les thermoflash pour le compte de cette semaine au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par la présentation des avantages, le bien fondé. Pourquoi avoir un thermoflash? Regardez les avantages et ensemble, lisons ces avantages du thermoflash. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite, donc, à travers l'écran, voir les avantages du thermoflash, un thermoflash de qualité, un thermoflash d'origine. Vous l'avez donc du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Nous allons bien entendu, parlant bien sûr des prix, il faut rappeler que le thermoflash permet de prendre la température à distance. Le thermoflash bien entendu permet également de prendre la température de plusieurs personnes. Le thermoflash que nous vendons
permet de mémoriser votre température. Ça veut dire quoi? On peut prendre la température ce matin et revenir même une semaine après. Vous allez voir la même température qui a été prise aujourd'hui. Les thermoflash que nous vendons, chers téléspectateurs, sont des thermoflash d'origine. Ben oui, vous les voyez de temps en temps à l'entrée des magasins, dans les établissements, dans les supermarchés, dans les entreprises. Alors, le concept de Salaka vous permet d'acheter un thermoflash de qualité, un thermoflash d'origine. Nous allons commencer bien sûr par le premier thermoflash, c'est le grand thermoflash. Regardez comment il se présente, regardez comment il est beau, regardez comment il est automatique. Vous l'avez à 55 000. Le même thermoflash, chers téléspectateurs, vous le retrouverez ailleurs à plus de 80 000 francs, mais chez nous, vous l'avez à 55 000 francs parce qu'on veut permettre à tout un chacun d'avoir un thermoflash. À côté bien sûr du grand thermoflash, il y a le thermoflash moyen que voici. On a deux modèles, voilà le moyen. Voilà donc le moyen, le thermoflash moyen, vous l'avez bien entendu, à 45 000. Ce thermoflash moyen d'une qualité exceptionnelle. Il a les mêmes avantages que le grand. Ça permet de mémoriser la température. Ça permet de prendre votre température à distance. Ça permet bien entendu, c'est-à-dire de prendre la température de plusieurs personnes et nous le vendons avec garantie. Les établissements, les entreprises, les particuliers, les lieux, c'est-à-dire les bars, les discothèques, venez au magasin Mille Tapis, achetez votre thermoflash de qualité supérieure. Il y a également un troisième modèle de thermoflash. C'est bel et bien un thermoflash moyen avec un autre design. Regardez comment il se présente. Vous l'avez bien entendu, toujours à 45 000 francs du côté bien sûr du magasin Mille Tapis. Et tous ceux qui vont commander ce thermoflash aujourd'hui, tout au long de cette semaine, vous avez des cadeaux tels que des cache-nez, des morceaux de savon et des parapluies que nous donnons à tous les clients qui vont acheter des thermoflash et c'est avec garantie. À côté, bien sûr, des thermoflash, on parle également d'un nouveau produit au magasin Mille Tapis. Ah ben oui, la solution magique pour le nettoyage, la solution magique pour entretenir votre cuir, la solution magique pour nettoyer les carreaux, c'est bel et bien Magica. Retenez bien sûr ce nom. Magica est un puissant nettoyant universel. Ça permet de rénover les surfaces vieillissantes. Vos carreaux sont en train de vieillir. Vos meubles ont perdu leur éclat. Alors je vous conseille Magica. C'est efficace, c'est facile à utiliser, c'est sans danger pour l'environnement. C'est un nettoyant universel d'origine européenne. On va d'ailleurs apercevoir quelques réalisations, notamment un salon en cuir, bien entendu, qui a été vieux, mais qui s'est rénové avec, bien entendu, le produit Magica que vous retrouverez en vente du côté, bien sûr, du magasin Mille Tapis, en face du palais d'Ika. C'est-à-dire ce nettoyant universel, vous l'avez donc au magasin Mille Tapis à 6 000 francs pour la contenance. Voilà, regardez bien sûr, oh là là, regardez le salon. Là, on a l'image avant. Regardez le salon avant. Regardez le salon après la modification. Le changement de ce salon est dû à l'utilisation de Magica. Bien entendu, tous ceux qui ont les salons en cuir, les salons en tissu, les meubles en bois, les meubles en fer forgé, Magica, c'est la solution pour nettoyer tout cela. Bien entendu, les carreaux également, le levier, bien dans toutes les surfaces, Magica permet de nettoyer. Non seulement Magica nettoie, Magica désinfecte également. Au bureau, votre table, après avoir passé quelque temps au bureau, il faut de temps en temps pulvériser Magica et essuyer votre table. Vous l'avez à 6 000 francs pour une contenance d'1 litre au magasin Mille Tapis. Il est bien 6 000 pour une contenance d'1 litre du côté bien sûr du magasin Mille Tapis en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous restons toujours dans la vente de ce matin, chers téléspectateurs, pour parler cette fois-ci de notre solution qui permet de réduire la consommation du gaz, de notre solution qui permet de contrôler l'évolution du gaz, de notre solution qui permet d'éviter les fuites du gaz à la maison. C'est bel et bien le détendeur universel. Vous l'avez donc au magasin Mille Tapis, bien notre cher téléspectateur, à 12 000 francs, ce détendeur universel du côté du magasin Mille Tapis. C'est dans le carton, c'est avec garantie, avec un guide d'utilisation. Vous l'avez à 12 000 francs au magasin Mille Tapis qui est situé en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons conclure la vente de ce matin par un autre produit innovateur.
c'est bel et bien les couvre-bouteilles. Oui, vous les avez connus, c'est de retour. Après avoir consommé son vin, on n'a pas fini sa bouteille de vin, que de laisser sa bouteille de vin se verser au réfrigérateur, c'est-à-dire se verser un peu partout. On couvre sa bouteille de vin avec les couvre-bouteilles du concept Salaka. Vous les avez à 1500 francs pour un lot de 3 couvre-bouteilles au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La fin de la vente de ce matin avec des tapis de prière, des tapis de sport. Vous les avez à 1000 francs au magasin 1001 tapis. Des tissus d'ameublement également au magasin 1001 tapis, livraison à domicile. Merci beaucoup. Constille Ami, merci infiniment pour ce moment. Allez, madame, monsieur, reste avec nous. Ça bouge énormément en ce moment sur, on va dire, dans les classes politiques du Cameroun. Il semblerait effectivement que la réalité autour du gré à gré semble véritablement se dessiner. On le sait, Tyrian Noah a fait une sortie exceptionnelle hier. La deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est insurgé hier à son tour contre le gré à gré qui serait en train de se négocier au sommet de l'État. Finalement, les Camerounais sont-ils éveillés ou pas? Regardent-ils vers la direction qu'il faudrait regarder? Est-ce l'affaire dont Charles a même battu tout à l'heure et Bonbon Bengan semblait nous dire attention, ne vous désorientez pas, restez dans la voie parce que dans l'affaire, il y a une affaire et on risquerait de nous distraire. Je vais rapidement vous donner également lecture de cette sortie de Cabral Libye qui nous arrive à l'instant. Le tintamarre des divisions s'extampe peu à peu. La fumée des illusions se dissipe. L'ivresse de la haine aussi, 3 points de suspension. L'avenir des Camerounais est au-dessus de nos méprisables humeurs. Le timing est encore bon. Regroupons-nous. Je suis disponible, signé Cabral Libye. Est-ce qu'on peut comprendre à travers ces deux sorties, celle d'hier, de Tyrian Noah, celle de Cabral Libye aujourd'hui, qu'il y a réellement quelque chose qui est en train de se dessiner, dont on n'en parle pas, on serait en train d'éloigner les Camerounais de l'avenir de ce pays? Non, que ce soit le MRC ou le PCRN, qu'ils nous disent réellement ce qui se passe. Ils nous disent, d'abord, ce n'est pas nouveau. Le gré à gré au sommet de l'État, c'est là depuis 1958. Depuis André Marim. De André Marim Bidayidjo, de Ayidjo à Paul Biya, c'est le gré à gré. On le sait. Maintenant, quel gré à gré dénonce-t-il? Première preuve qu'ils nous disent. Deuxièmement, et là je pense qu'ils doivent également le dire, mais comme c'est des partis politiques et ils savent que nous sommes dans le giron politique français, ils n'osent pas le dire. Qu'ils disent clairement qu'ils continuent à faire en sorte que, du moins le combat de Oumniabe et le Wandje, que le Cameroun sorte du giron français. Je pense qu'ils doivent le dire clairement et là appeler leurs concitoyens à les mettre en ordre de bataille. Parce que c'est quand même inadmissible dans notre pays qu'on parle de démocratie, mais les élections ne sont pas libres. Donc les Camerounais n'ont jamais choisi librement leur chef de l'État. Ils l'ont jamais fait. Est-ce qu'il n'est pas temps que les Camerounais se lèvent et se disent nous voulons savoir exactement ce qui se passe? Parce que ça commence par les politiques. C'est eux qui sont les politiques. C'est-à-dire quand on est dirigeant d'un parti politique, d'abord ils étaient candidats à les élections présidentielles. Oui. Ils ont demandé qu'on vote pour eux pour être président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas qui ne va pas? Qu'ils nous disent. Gbagbo l'avait dit. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais au moins le peuple ivoirien l'a porté au sommet de l'État en Côte d'Ivoire en octobre 2000. Qu'eux aussi nous disent que en fait ce que vous voyez là, la France est en train de manœuvrer pour revenir, pour procéder à les entourloupes, à ceci, à cela, qu'ils le disent clairement. Et là, on saura désormais par quel bout prendre. Sinon, ne pas de dire, ah oui, nous vraiment regroupons-nous, soyons, non, nous pouvons le dire parce que nous ne savons pas et qui se passe. Mais eux, ils appartiennent, ils ont des informations qui nous les donnent et là, on se met en ordre de bataille. Prononcez-vous quand même. Le regroupement, effectivement, c'est une belle initiative pour mieux comprendre l'avenir du Cameroun? Monsieur Michel Ngachou. Je n'ai pas de regroupement de politique. Monsieur Michel Ngachou. Dans un mouvement d'ensemble pour savoir qui danse mieux, de qui il faut sortir de la foule. Et vous verrez qui danse bien. Voilà ce que je peux vous dire. Ça ne sert à rien qu'on nous embrouille. Moi, je vous ai dit que votre affaire, les gens nous embrouillent
Pendant que vous allez aller là-bas les suivre, je suis à l'Assemblée nationale, à la session de plein droit. C'est ce qui sera dit, c'est ce qui sera confirmé là-bas, qui va désormais m'orienter. Kabla Libi ne va rien me dire. Excusez-moi, le professeur Maurice Kamto ne va rien me dire. Pour le moment, je suis à l'Assemblée nationale. C'est ce qui va être dit. Si on vote le poste 2, si on organise comme ça, c'est là où maintenant, voilà, vous allez entendre ma voix sortir. Là, on va se dire des choses. Mais pour le moment, non, monsieur Michel. On attend justement. On attend. C'est l'Assemblée nationale. Quels sont ceux qu'on a votés? Ceux qu'on a votés portent sur leur tête le poids du Cameroun. Vont-ils nous trahir? Vont-ils être du côté du peuple? Que ce qui sera décidé, les noms et prénoms de chacun de cette législature, c'est à noter quelque part, M. Michel Ngachou. On sait qui ils sont. Dominique on sait qui devront porter le devoir. Dominique Audrey Oyengelek, vous aussi, vous semblez justement dire qu'il faudrait que les Camerounais restent focus sur un certain nombre de choses. Qu'il n'y ait pas de session de plein droit, qu'il n'y ait pas de distraction, parce que l'avenir également se joue à ce moment précisément à l'Assemblée nationale. C'est clair, c'est clair. Le premier jour où on a évoqué cette histoire de gré à gré, moi je vous ai dit que je n'y comprenais rien, parce que quand on veut dire quelque chose, on dit directement de quoi il en retourne, comme Bomok l'a mentionné tout à l'heure. Donc on ne peut pas se prononcer sur quelque chose qu'on ne sait pas. C'est un peu comme si on marche dans le noir et on cherche une aiguille dans le noir. Donc maintenant, comme M. Charles Amel Bachou l'a mentionné, on attend, on ne peut pas faire d'envolée à ce moment précis. On ne pourra prendre position ou bien émettre des avis que lorsqu'on saura ce qui se dit là-bas, ce qui va se faire là-bas. Donc, ce n'est qu'après ça qu'on pourra se prononcer, M. Ngachou. Donc, M. Ngachou, oui. Donc, on est juste là, on attend, on regarde. Donc, au sortir d'ici, on va prendre les premières nouvelles. Très bien, on reste vigilant. Karine Sontia. Hier, vous savez quand même que c'était la première rencontre des députés et plusieurs ont dit qu'ils ne comprennent pas où se trouve le gré à gré. Si jamais il y a juste le nouveau membre du Conseil constitutionnel qui va prêter serment devant l'Assemblée nationale, si c'est ça le gré à gré, soit. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut bien passer par ce genre de manipulation pour nous masquer la véritable information qui se cache à l'intérieur. Donc, on va bien comprendre, même la nomination du nouveau membre du Conseil constitutionnel doit aussi nous pousser à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est pour verrouiller et protéger au mieux le gré à gré? Parce que le gré à gré qu'on entend ici, là, dans les passations de marché, ce ne sera pas le même que le gré à gré dans le domaine politique. Donc, il faudra bien comprendre. Et vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même une situation qui nous pousse aussi à nous poser beaucoup de questions quant à cela. Les multiples rencontres qui ne s'arrêtent pas entre le président de la République et l'ambassadeur de France au Cameroun, qui peuvent quand même nous pousser à nous poser beaucoup de questions, mais au-delà de se poser des questions, il faudra beaucoup interpréter ce que les députés diront à leur sortie de l'Assemblée nationale, mais ce qui pourra s'écouler de ce qui se passera à l'Assemblée nationale ces jours-ci. Ça va devenir important, c'est un grand moment pour notre nation. Les élections seulement ne suffisent pas, il faut bien être attentif. Tout entre les mains des députés, Monsieur Bachou. Parce que cela sortira de là, ça sera légal. Mais est-ce que, parce que c'est légal, ça aura légitimité? Est-ce que ça passera? Non, même pas. Même si c'est légal, peut-être quand les Camerounais posent cette question, ils savent comment la transition s'est passée entre André Marim Bida et Amadou Ahidjo. Ce n'est pas les Camerounais qui ont décidé. Et pourtant, les deux avaient été élus députés. Voilà, entre le président Ahidjo et Paul Biya, ce n'est pas eux qui ont décidé. Donc, il faut dire que le gré à gré qui se passe depuis 1958, c'est que la France avait fait pour le Cameroun un bout de phrase. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire camerounais. Donc, en réalité, la France ne peut pas encore accepter qu'il y ait un président au Cameroun dont il ne contrôle pas. C'est ça le gré à gré. Donc, on vous regarde, vous qui êtes des potentiels candidats, on regarde. Maintenant, on élimine par des manières... comme vous dites souvent, marché, Charles a soumissionné, j'ai dit non, viens, comme on faisait là sur les marchés de la canne. Je gagne combien? Oui, les marchés de la canne. Donc, on veut donc renforcer, et je l'avais dit ici, lorsque le Jean-Yves Le Drian est arrivé au Cameroun, je vous ai dit, je répète, ça va se réaliser
la France veut consolider le pouvoir en place, donc la majorité présidentielle, en mettant de côté l'opposition. Le Cameroun, voilà, c'est ça le gré à gré. Les Camerounais se le seront-ils faire justement? Bon, Bengan, c'est toute la question. Donc il faudrait donc que les deux leaders là, Cabral Libi et Maurice Kamto, disent clairement ce qui est en train de se passer et où en sont des négociations. Mais s'ils ne veulent pas dire parce que, ils auraient raison. Nous, comme disait Charles Hamel, nous on ne laisse pas dans les trucs là. Nous on observe l'Assemblée. Si le gouvernement vient là, je ne sais pas, peut-être le ministre Tangandi viendra avec un projet de loi qui dit que on va réaménager le vice-président de l'Assemblée ou bien l'article Tangwa. Là maintenant on va se dire. Donc il y a l'affaire dans l'affaire. Donc de l'affaire. Il faut garder justement le sur l'affaire, madame, monsieur. Merci à vous. Et on sait en passant hier que les sous-préfets ont été mutés. Et voilà, il faut bien préparer le terrain, entre guillemets. Oui. Je vous aime. Quoi qu'il en soit, nous vous aimons nous aussi. Merci à vous d'être restés là. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir, madame, monsieur. Nous on sera encore là avec beaucoup de choses à nous mettre sous la dent. Bonne journée.